c'est un intégrateur. Voilà son rôle principal. Donc, son rôle, c'est d'intégrer, n'est-ce pas, tous les domaines de connaissances, n'est-ce pas, de gestion de projet en un seul bloc, comme qui est appelé le plan de management de projet. Donc, voici comment on fait pour retenir, n'est-ce pas, ces processus. Donc, nous savons qu'il y a 5 groupes de processus d'abord. Il y a le groupe de processus d'initialisation, le groupe de processus, n'est-ce pas, de planification, le groupe de processus, n'est-ce pas, d'exécution, le groupe de processus, n'est-ce pas, de maîtrise, et le groupe de processus, n'est-ce pas, de clôture. Donc, lorsque, par exemple, on se place à l'initiation, par exemple, vous posez la question, qu'est-ce que j'ai besoin d'obtenir, n'est-ce pas, dans ce domaine, dans ce groupe de processus? Et la principale chose que vous avez besoin d'obtenir, c'est la charte du projet. Donc, comment est-ce que vous devez faire, n'est-ce pas, pour obtenir la charte du projet? Cela, vous avez besoin du processus, élaborer la charte du projet. Donc, c'est pour ça que, n'est-ce pas, dans le premier cours de processus, n'est-ce pas, initialisation, dans le domaine de connaissances, d'intégration, il y a seulement un seul processus parce que c'est le document principal qu'on obtient lorsqu'on initie un projet. En même temps, le chef de projet, n'est-ce pas, maintenant, passe à la planification, au cours de processus de planification. Qu'est-ce qu'il a besoin d'obtenir ici, là, lorsqu'il est à l'intégration? Il a besoin de son plan de management de projet. Donc, comment il va obtenir son plan de management de projet, n'est-ce pas? C'est par le processus élaborer le plan de management de projet. Lorsqu'il a fini d'élaborer son plan de management de projet, il doit maintenant diriger et gérer le travail du projet. Et pendant qu'il dirige et gère le travail du projet, n'est-ce pas, il va recueillir les connaissances, n'est-ce pas, qui sont découvertes pendant le projet. C'est pour ça qu'il y a le domaine, il y a le processus gérer les connaissances du projet. Et je tiens à souligner que pendant que le projet est exécuté, il y a les connaissances qui sont découvertes et ces connaissances, n'est-ce pas, sont mises au profit même du projet. Et certaines de ces connaissances, n'est-ce pas, sont stockées dans les actifs organisationnels, n'est-ce pas, de l'organisation. Donc, voilà ce qu'il fait pendant qu'il est dans l'intégration et à l'exécution. Maintenant, pendant que le projet est exécuté, il faut que le chef de projet, n'est-ce pas, maîtrise le projet. C'est-à-dire qu'il ait une surveillance et contrôle de son projet. Donc, c'est ça qu'il y a le processus, n'est-ce pas, de maîtriser le projet. Et plus encore, pendant que le projet est exécuté, n'est-ce pas, il y a les changements parce que vous n'aurez jamais sur le terrain exactement comme vous avez planifié dans votre plan de management de projet. Il y aura toujours des petits changements sur le terrain. Et il faut donc ajuster votre plan de management de projet, n'est-ce pas, pour s'accommoder aux changements qui sont sur le terrain. Et les changements n'est-ce pas, dans le projet, n'est-ce pas, ne s'effectuent pas au hasard. Il faut, n'est-ce pas, une procédure, n'est-ce pas, pour effectuer ces changements. C'est pour ça qu'il y a un processus maîtriser les changements à l'intégration. Et lorsqu'il a fini de maîtriser son projet, il faut qu'il clore son projet. Donc, il est dans le groupe processus de clôture. Donc, et le processus, n'est-ce pas, clore le projet pour la phase, n'est-ce pas, doit être exécuté. Donc, voilà pour l'intégration. Maintenant, OK, il doit maintenant, le deuxième domaine de connaissance, n'est-ce pas, dans le tableau, c'est gestion du périmètre du projet. Donc, on ne peut pas gérer le périmètre, on ne peut pas, n'est-ce pas, définir le périmètre, obtenir le périmètre, suffisamment, n'est-ce pas, d'informations pour le projet, du projet. C'est pour ça que, n'est-ce pas, à l'initialisation, n'est-ce pas, bien à l'initiation, il n'y a pas de processus parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations. On va passer directement à la planification. Donc, la planification, n'est-ce pas, comme je l'ai dit la dernière fois, dans chaque domaine de connaissances, il faut d'abord planifier. Dans tous les domaines de connaissances, il y a d'abord le premier processus planifier. Donc ici, on planifie d'abord la gestion du périmètre du contenu. C'est-à-dire, comment est-ce que, n'est-ce pas, on va recueillir les exigences pour définir le périmètre de notre projet. C'est pour ça qu'on a le premier processus, recueillir les exigences. Recueillir les exigences, n'est-ce pas, ce sont les parties prenantes qui fournissent ces exigences-là. Lorsqu'on a recueilli les exigences, généralement, toutes ces exigences ne seront pas approuvées par le management. Donc, on va faire ce qu'on appelle définir le périmètre. Certains seront acceptés, certains seront rejetés en fonction, n'est-ce pas, de facteurs environnementaux de l'organisation ou bien des contraintes de l'organisation. À partir des contraintes budgétaires, contraintes, n'est-ce pas, ressources humaines, contraintes financières. Donc, on peut dire en français, ils vont tamiser, n'est-ce pas, ces exigences. Et lorsqu'ils ont fini, n'est-ce pas, de définir le périmètre, ils vont avoir, n'est-ce pas, un périmètre, n'est-ce pas, qui est sur bloc, en forme de bloc, c'est en gros. Et quand on peut exécuter le travail, n'est-ce pas, du projet, en un seul bloc, il faut la segmenter, il faut la découper. Le périmètre va être découpé, n'est-ce pas, pour créer ce qu'on appelle le work product structure. Le work product structure, n'est-ce pas, c'est ce qu'on appelle la structure de découpage du projet.
Donc, le périmètre, en fait, le périmètre du projet, c'est en fait le travail et rien que le travail qui doit être exécuté, n'est-ce pas, sur le projet. Donc, comme le périmètre ne doit pas être, n'est-ce pas, exécuté, c'est pour ça qu'on n'a aucun processus, n'est-ce pas, lors de l'exécution. Mais on peut surveiller notre périmètre, on peut maîtriser notre périmètre. Et le premier processus, n'est-ce pas, dans le groupe de processus de maîtrise, c'est valider le périmètre. Bon, ce processus est très important parce que quoi, on ne veut pas prendre le risque, n'est-ce pas, de commencer le projet pour qu'à la fin du projet, qu'on a obtenu le produit du projet, le client, n'est-ce pas, rejette ce produit. Donc, ce qui fait quoi, pendant que le projet est en train, n'est-ce pas, d'être, on a défini le périmètre, on appelle le consommateur pour qu'il vienne, n'est-ce pas, valider le périmètre. Lorsqu'il valide maintenant le périmètre, il approuve, on peut donc exécuter notre projet. C'est pour ça qu'il y a le processus de valider le périmètre. Donc, et lorsqu'on exécute le projet, il y a toutes les tendances qu'on peut, n'est-ce pas, dériver du périmètre. Ou alors, on peut, n'est-ce pas, certaines données peuvent être, certains lots de travaux peuvent être oubliés ou être infiltrés. Donc, ce qui fait qu'il y a le processus de maîtriser le périmètre ou le contenu du projet. Donc, on a notre troisième domaine de connaissance, c'est la gestion de l'échéancier. Donc, ici, la gestion de l'échéancier, on a toujours besoin également de beaucoup d'informations pour définir notre échéancier, pour élaborer notre échéancier. Donc, c'est pour ça qu'on n'a aucun processus dans le groupe de processus d'initiation. Donc, on passe directement à la planification. On a planifié la gestion de l'échéancier. Donc, dans la planification de la gestion de l'échéancier, n'est-ce pas, qu'est-ce qui fait que le projet prend du temps? Ce sont les activités. Il faut d'abord définir toutes les activités, n'est-ce pas, qui vont faire partie de ce projet-là. Lorsqu'on a défini les activités, il faut donc organiser ces activités en séquence. Lorsqu'on a organisé ces activités en séquence, il faut donc estimer la durée de ces activités. Lorsqu'on a estimé la durée de ces activités, il faut élaborer dans l'échéancier. Lorsqu'on élabore l'échéancier, on obtient ce qu'on appelle la référence de base de l'échéancier, c'est-à-dire l'échéancier dont on est tous d'accord, les parties prenantes sont tombées tous d'accord, les limites, n'est-ce pas, de notre échéancier. Donc, également, on ne peut pas exécuter l'échéancier, c'est pour ça qu'on peut seulement maîtriser l'échéancier. Donc, et notre prochain domaine de connaissance, c'est la gestion des coûts. Donc, également ici, on ne va pas gérer les coûts si on n'a pas suffisamment d'informations, n'est-ce pas, sur les coûts. C'est pour ça qu'il n'y a rien, n'est-ce pas, à l'initiation. On va passer directement à planifier la gestion des coûts. Donc, on planifie la gestion des coûts, on estime les coûts et on détermine notre budget. Comme on ne peut pas exécuter, n'est-ce pas, les coûts, on passe directement à la maîtrise des coûts. Donc, l'autre prochain domaine de connaissance, c'est gestion de la qualité du projet. Donc, ici, on va s'assurer que, quoi, n'est-ce pas, la qualité, n'est-ce pas, les exigences, n'est-ce pas, des parties prenantes sont satisfaits. C'est pour ça que, n'est-ce pas, il faut planifier la gestion de la qualité. Lorsqu'on a planifié la gestion de la qualité, n'est-ce pas, on a défini tous les processus, comment est-ce que, n'est-ce pas, on a défini les standards, on a défini ce que c'est que la qualité, comment est-ce qu'on va rencontrer cette qualité. On passe directement au processus, n'est-ce pas, de gérer la qualité qui est dans le groupe processus, n'est-ce pas, d'exécution. Donc, ici, là, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'on fait? On s'assure que, quoi, n'est-ce pas, la qualité sera respectée. Donc, et à la maîtrise de la qualité, on vérifie, n'est-ce pas, les résultats pour voir si elles respectent les normes et les standards, n'est-ce pas, qu'on s'est définis, n'est-ce pas, dans la planification de la gestion de la qualité. Donc, on passe également directement au prochain domaine de connaissance, gestion des ressources du projet. Donc, dans la gestion des ressources du projet, il faut également planifier la gestion des ressources. Il faut planifier la gestion des ressources. Lorsqu'on planifie la gestion des ressources, il faut estimer les ressources qui seront nécessaires, n'est-ce pas, pour la gestion, n'est-ce pas, de notre projet. Lorsqu'on a fini d'estimer ces ressources, n'est-ce pas, il faut maintenant confirmer, n'est-ce pas, la disponibilité de ces ressources. Après, quand on parle de ressources, n'est-ce pas, il s'agit des ressources humaines, ressources financières et ressources matérielles. Donc, pendant la planification, on planifie ce qu'on aura besoin. Maintenant, à l'exécution, on confirme, n'est-ce pas, la disponibilité de toutes ces ressources en obtenant ces ressources. Donc, lorsqu'on a obtenu ces ressources, on va obtenir, n'est-ce pas, certaines ressources humaines. Et c'est rare de voir dans un projet qu'on recrute, n'est-ce pas, le personnel qui est totalement qualifié. Généralement, on va mettre, n'est-ce pas, le job, les descriptions du poste ou bien le job, mais lorsqu'on recrute les personnes, ils ont besoin, n'est-ce pas, d'être formés ou d'être adaptés, n'est-ce pas, au poste où on les a affectés. C'est pour ça qu'il y a tout le processus pour développer l'équipe. Et lorsqu'on développe l'équipe, n'est-ce pas, il faut les gérer, n'est-ce pas, pour qu'ils produisent le résultat qui est attendu du projet. Donc,
Et également, il faut maîtriser les ressources. Ici, on maîtrise les ressources, ce sont les ressources, n'est-ce pas, matérielles et financières. Donc, le prochain domaine de connaissance, c'est la gestion des communications. Comment est-ce qu'on va communiquer? Comment est-ce qu'on va avoir une communication effective? C'est rassurer que quoi? La communication, n'est-ce pas, parvienne aux parties prenantes, n'est-ce pas, à temps, avec la technologie idéale et le modèle idéal. C'est pour ça que, n'est-ce pas, on planifie la gestion de la communication. Lorsqu'on a planifié, n'est-ce pas, on exécute, n'est-ce pas, notre plan de communication et on gère les communications. Et en plus, on maîtrise les communications, on s'assure que les communications, n'est-ce pas, sont appropriées et les communications, n'est-ce pas, parviennent, n'est-ce pas, aux parties prenantes au temps idéal. Également, après ce processus, il y a la gestion des risques. Donc, c'est vrai, les risques sont identifiés dès le début du projet, mais c'est généralement à grande échelle, à l'initiation. Mais ici, n'est-ce pas, on veut identifier les risques, n'est-ce pas, au maximum. Et le maximum des risques n'est pas identifié, n'est-ce pas, à l'initiation. C'est pour ça qu'on a mieux qu'un processus là-bas. Généralement, ces risques sont identifiés, n'est-ce pas, de façon analogique. Mais lorsqu'on planifie, n'est-ce pas, la gestion des risques, on planifie comment on va identifier les risques, on identifie le maximum des risques. C'est pour ça qu'il y a un processus, n'est-ce pas, dans le groupe de planification qui s'appelle identifier les risques. Donc, je vous ai dit, il faut d'abord tout planifier dans chaque domaine de connaissance. Donc, quand on a identifié les risques, n'est-ce pas, il faut mettre en œuvre, n'est-ce pas, l'analyse qualitative, c'est-à-dire étudier de façon qualitative, n'est-ce pas, ces risques-là. Quelle est, n'est-ce pas, leur probabilité, quel est leur impact, quelle est la probabilité d'impact, n'est-ce pas, dans le projet. Et maintenant, lorsqu'on a fait une étude qualitative, on passe, n'est-ce pas, à la mise en œuvre, n'est-ce pas, de l'analyse quantitative des risques. C'est-à-dire, maintenant qu'on a la probabilité, l'impact de nos risques, si le risque se produit, n'est-ce pas, quel est l'impact numérique, c'est-à-dire en termes financiers ou bien en termes, n'est-ce pas, de temps, en termes de jours, que ça va affecter notre projet. Donc, c'est ça qu'on fait pendant l'étude quantitative, n'est-ce pas, des risques. Donc, lorsqu'on a fait toutes ces études-là, n'est-ce pas, il faut donc trouver les stratégies, n'est-ce pas, pour faire face à ces risques-là. Et ces stratégies, n'est-ce pas, sont découvertes lorsqu'on planifie les réponses aux risques. Donc, lorsqu'on a, n'est-ce pas, élaboré nos plans stratégiques pour faire face à nos risques, il faut donc l'appliquer pendant que le projet, n'est-ce pas, est exécuté. Donc, c'est pour ça qu'on a le processus, n'est-ce pas, appliquer les réponses aux risques. Donc, vous voyez, dans tous ces processus, n'est-ce pas, il y a une très grande logique, n'est-ce pas, dans ces processus-là. Si vous comprenez, vous allez facilement retenir. Donc, lorsqu'on a appliqué les réponses aux risques, on se pose la question, est-ce que les réponses aux risques qu'on a appliquées, est-ce qu'ils sont vraiment effectifs? Est-ce que ça marche? Est-ce que la performance, n'est-ce pas, qu'on a pu recueillir, n'est-ce pas, de ces réponses aux risques? Donc, c'est pour ça que le processus, n'est-ce pas, maîtriser les risques. Donc, on passe, n'est-ce pas, au prochain domaine de connaissance, c'est la gestion de l'approvisionnement. La gestion de l'approvisionnement répond à la question qu'est-ce qu'on aura besoin, n'est-ce pas, dans notre projet qu'on n'a pas dans l'entreprise ou bien qu'on n'a pas, n'est-ce pas, disponible dans notre projet. Donc, et pour répondre à cette question, n'est-ce pas, il faut, n'est-ce pas, mettre en œuvre, n'est-ce pas, la gestion de l'approvisionnement. C'est pour ça qu'il faut planifier la gestion de l'approvisionnement. Lorsqu'on a planifié la gestion de l'approvisionnement, n'est-ce pas, il faut donc procéder aux approvisionnements et c'est pendant l'exécution. Lorsqu'on a procédé aux approvisionnements, il faut notamment maîtriser les approvisionnements. Donc, le dernier domaine de connaissance, c'est la gestion des parties prenantes. Donc, on va dire une partie prenante, c'est toute personne, ou groupe de personnes, ou bien organisation, n'est-ce pas, qui peuvent être influencés ou bien influencer, n'est-ce pas, le projet de façon négative ou bien positive. Donc, lorsqu'on identifie les parties prenantes dès le début du projet, dans la charte du projet, n'est-ce pas, on peut repérer beaucoup de parties prenantes. Comme ça qu'il y a le processus, n'est-ce pas, identifier les parties prenantes dès le groupe de processus d'initiation. Donc, lorsqu'on a identifié les parties prenantes, n'est-ce pas, il faut donc planifier leur engagement. L'engagement, comment est-ce qu'on va engager nos parties prenantes tout au long du projet? Si vous ne faites pas 100 ans gestionnaire de projet, vous serez embrouillé tout au long du projet. C'est-à-dire que vous avez les parties prenantes qui surgissent, vous ne savez même pas comment les gérer. Et le projet, n'est-ce pas, sera un échec. Donc, lorsqu'on a planifié l'engagement, tout ce qu'on fait, c'est qu'on gère l'engagement, n'est pas les prenants. C'est-à-dire, on a un niveau, n'est-ce pas, optimal, qu'on aimerait, n'est-ce pas, que nos parties prenantes soient engagées. Donc, pendant que le projet est exécuté, n'est-ce pas, notre but, n'est-ce pas, c'est de les amener à ce niveau optimal en gérant l'engagement des parties prenantes. Donc, maintenant, après avoir géré l'engagement des parties prenantes, n'est-ce pas, on passe directement à la maîtrise des engagements des parties prenantes. C'est-à-dire, on vérifie maintenant nos résultats. Est-ce que nos stratégies, n'est-ce pas, pour gérer l'engagement des parties prenantes a été efficace? Qu'est-ce qu'il faut donc faire, n'est-ce pas, pour remédier, pour changer, pour les ramener au
au niveau maximum. Donc, c'est la réponse, c'est ça qu'on répond, n'est-ce pas, lors de la maîtrise de l'engagement des parties prenantes. Donc, lorsque vous avez une idée, n'est-ce pas, un peu simple, n'est-ce pas, de ces groupes de processus, on peut donc facilement répondre aux questions, n'est-ce pas, sur les groupes de processus qu'on va faire ensemble. Ce n'est pas difficile, mais c'est que c'est plus difficile pour les gens qui commencent la gestion de projet. Bon, j'ai une question à poser. Vous avez fait la gestion de projet dans le passé ou bien vous découvrez seulement ce cours aujourd'hui? Bon, je ne sais pas, quand vous dites faire, c'est pratiquer, bien faire un cours dessus. Donc, c'est-à-dire, bon, faire même un cours dessus de façon générale, comme ça. Bon, vraiment, les cours qu'on a fait à l'école, qu'on fréquentait encore, on ne peut pas comparer ça au cours ici. Donc, il y avait les cours de projet, mais c'était beaucoup plus les cours d'exécution. Ok, je comprends. Ce qu'on peut dire sur la gestion des projets, c'est si on a l'habitude de faire dans la gestion des projets ou bien de participer dans les projets quotidiens, on retrouve des similitudes sur la gestion des projets, quoi. Donc, sinon, quand vous exécutez les projets, vous voyez un peu, n'est-ce pas, les points de rencontre, n'est-ce pas, dans le standard de PMA, n'est-ce pas? Les points de similarité. OK. Donc, on ne va pas donc passer aux exercices. Je voulais que vous fassiez ces exercices avant qu'on corrige. Parce que vous savez, quand vous êtes étudiant, c'est tout mieux, n'est-ce pas, de faire l'exercice avant. C'est fait que vous avez l'avantage, n'est-ce pas, de compréhension pendant qu'on est en train de corriger. Mais de toute façon, on va faire ça tout à l'heure. Donc, vous voyez l'exercice au tableau. Vous voyez l'exercice sur l'écran. Oui, oui. D'accord. Donc, j'aimerais qu'une personne lise la première question. Dans quel groupe de processus de gestion de projet est-il créé? Le budget détaillé du projet est-il créé? Vas-y. A. Démarrage. B. Avant le processus de gestion de projet. C. Planification. D. Exécution. Oui. D'après vous, c'est dans quel groupe de processus? Donc, nous venons de voir les groupes de processus, n'est-ce pas? On a vu que le budget, n'est-ce pas, est créé dans quel groupe de processus? Est-ce à l'initiation? Bon, rappelez-vous, lorsqu'ils sont en train de traduire, lorsqu'ils mettent démarrage, ils veulent parler de l'initiation. Oui, ça veut dire initiation. Donc, on dit le C, n'est-ce pas, la planification. Bon, le budget détaillé du projet est créé lors de la planification, comme on a vu dans le tableau aussi. Regardons tous ensemble. Voici là, on dit créer le budget. On a la gestion des coûts. C'est ça. On dit estimer les coûts, déterminer le budget. C'est dans le groupe de processus de planification. OK, donc là, on peut avancer. Donc, quelqu'un lit la question 2. Dans quel groupe de processus de gestion de projet la charte du projet est-elle créée? Oui, vas-y, pardon, il faut qu'on avance. C'est le D, 2D. Le D, n'est-ce pas, au démarrage, qui est l'initiation. OK. Oui. Donc là, on avance. 3. L'équipe de projet vient d'achever l'échéancier et le budget initial le budget initial du projet. La prochaine étape consiste à identifier les risques, commencer les itérations, déterminer les exigences de communication, créer un diagramme de barre Gantt. Bon, là, je suis obligé de vous montrer comment répondre déjà à des questions ici. On dit, l'équipe de projet vient d'achever l'échéancier. Donc, quand on achète l'échéancier, généralement, voici le processus qui devrait suivre, le domaine de connaissance qui doit suivre. On a la gestion des coûts. De la qualité. Donc, voici gestion de l'échéancier. Donc, si on dit qu'ils ont achevé l'échéancier, c'est-à-dire qu'ils ont fini d'élaborer l'échéancier, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il doit passer à la gestion des coûts du projet. Donc, maintenant, voyons ce qui suit. On dit
Ils ont achevé et également et les budgets initiaux du projet. Ils ont achevé, n'est-ce pas, l'échéancier et les coûts, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? On dit la prochaine étape consiste à, si on doit suivre seulement la logique, n'est-ce pas, du tableau, ils ont fini, n'est-ce pas, l'échéancier, les coûts, normalement, ils doivent passer à la qualité. Donc, oui, mais si, pendant qu'on n'a pas proposé la qualité, on a proposé, n'est-ce pas, un autre domaine de connaissance qui est plus proche, n'est-ce pas, des coûts. Pendant qu'on a proposé la gestion des ressources, on va prendre la gestion des ressources. Si on a proposé la gestion de la communication, on va prendre la gestion de la communication. Donc, ça dépend de ce qu'on a proposé. Donc, regardons ensemble. Donc, on dit ils doivent identifier les risques. Pour identifier les risques, c'est après combien de domaines de connaissance. C'est après. C'est encore loin en bas. C'est encore loin en bas. Donc, regardons s'il y a mieux que ça. S'il n'y a pas mieux que ça, on sera obligé de choisir celui-là. Donc, commencer les itérations. Donc, commencer les itérations. On ne peut pas commencer les itérations si on n'a pas encore fini tout le plan de management du projet. Donc, on ne peut pas prendre B. Donc, on élimine B. Bon, C, déterminer les exigences de communication. Donc, ça peut être C, n'est-ce pas? Oui. Déterminer les exigences de communication. Maintenant, on dit D, créer le diagramme à barre grande. Donc, le diagramme à barre, n'est-ce pas, aurait déjà été créé parce qu'on dit qu'ils ont fini, n'est-ce pas, l'échéancier. Donc, si ça peut pas, si ce n'est pas B, si ce n'est pas D, si ce n'est pas A, parce que bon, C est mieux que A. Donc, on peut dire que c'est C. C'est la meilleure réponse. Bon, on peut quand même vérifier la réponse. Question 3, oui, on a raison, c'est C. Question 3, c'est C. Donc, voilà comment procéder, n'est-ce pas, lors de la réponse, n'est-ce pas, ce type de questions, n'est-ce pas? Oui. Mais seulement à l'examen, sachez qu'on n'aurait pas le tableau, on ne va pas vous donner le tableau en main. Le tableau doit être en vous. Donc, la façon dont on raisonne, c'est pour ça que ton cerveau est raisonné pendant que tu réponds à la question, le tableau déjà en toi. Donc, c'est pour ça que c'est très important de maîtriser ce tableau-là. OK. Donc, on passe à 4. Un échéancier du projet détaillé peut être établi uniquement après avoir créé le budget du projet, la structure du découpage du projet, le plan de gestion du projet, l'évaluation détaillée des risques. Okay. Bon, là, c'est facile, non? On peut répondre à ça. Oui, le B. C'est le B, n'est-ce pas? Oui, pourquoi tu choisis le B? Puisque je sais que c'est il faut d'abord définir le périmètre. Quand on a défini le périmètre, il faut maîtriser il faut le segmenter et puis il faut le maîtriser. Voilà. C'est bien. Donc, après, quand on définit le périmètre du projet, on obtient la structure de découpage du projet qui est appelée le workboard en structure. Et cette structure de découpage, n'est-ce pas, est constituée des lots de travaux. Ces lots de travaux, n'est-ce pas, seront segmentés, décomposés, n'est-ce pas, en activités. Comme ça, c'est impossible, n'est-ce pas, d'élaborer les chantiers si on va finir avec n'est-ce pas, le périmètre. OK, on passe à 5. La personne chargée de la maîtrise du projet pendant la planification du projet est le chef du projet, un membre de l'équipe, le responsable fonctionnel, le commanditaire. Bon, là, c'est encore évident, non? C'est le A, le chef de projet. OK, 6. Lequel des suivants n'est pas une donnée d'entrée de mise en œuvre du groupe de processus? OK, je souligne encore quelque chose, n'est-ce pas? Ici, lorsqu'on parle de mise en œuvre de processus, bon, il y a une mauvaise traduction ici. Là. En fait, il veut parler, n'est-ce pas, de groupe de processus d'initiation. Nous sommes d'accord, non? Nous sommes d'accord? Donc, il y a la traduction un peu... Je dis que la traduction est un peu mauvaise ici, là. Donc, je vais ouvrir le livre en anglais pour que vous voyez. La question que je veux savoir, nous qui allons composer en français, là, ça serait toujours une traduction ou bien... Un peu bizarre comme ça, là. Bon, en fait, la traduction à l'examen est quand même, c'est passable. C'est mieux que celui-ci. Donc, également, à l'examen, vous avez la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir, c'est-à-dire, la traduction en anglais à côté. C'est-à-dire, si vous avez du mal à comprendre en français, vous pouvez jeter un coup d'œil, n'est-ce pas, en anglais, pour confirmer, n'est-ce pas. Déjà, tu ne comprends pas le français, c'est l'anglais que tu vas facilement comprendre. Bon, là, alors, il ne sait pas quoi te dire. Mais en fait, il se entend que connaissance, si un étudiant, n'est-ce pas, ne comprend pas le sens, en lisant en anglais, il peut saisir le sens.
Bon, de toutes les façons, quand tu as compris un peu, n'est-ce pas, la gestion de projet, si on a fait une erreur de traduction, tu peux facilement repérer l'erreur de traduction. Donc, attends, je repère la page en anglais pour vous confirmer ce qu'il voulait dire ici. C'est la page 105. OK. C'est la question combien? 6. La question 6, hein? Oui. OK. Je crois qu'on y sera bientôt. OK, question 6. Donc, voyez, voici l'original de la question. On dit, which of the following is not an input of the initiating process group? Vous avez vu, non? Donc, c'est le groupe de processus d'initiation. Oui. Voilà. Donc, c'est-à-dire, si on a même traduit ici, là, vous pouvez facilement savoir. C'est moi, j'étais encodé un peu en anglais. Donc, ici, on dit, lequel des suivants n'est pas une donnée d'entrée de mise en œuvre. Donc, tant que gestion de projet, tu comprends, ça ne veut rien dire. Si tu lis ça comme ça, là, tu dois comprendre qu'il faut le traduire pour dire le groupe de processus d'initiation. OK. Donc, si on a compris le sens de la question, maintenant, on peut répondre. Quelqu'un peut continuer à lire les propositions qu'on nous a données? Les processus, bon, lequel des suivants n'est pas une donnée d'entrée de mise en œuvre de groupe de processus? Les processus de la compagnie, la culture de la compagnie, les SDP historiques, l'énoncé du contenu du projet. OK. Bon, là, je crois que vous pouvez essayer de répondre, même comme ce n'est pas très évident, mais essayez quand même. Ça montre un peu que vous avez compris l'explication du tableau. Le C. Le C, la SDP historique, vous êtes tombé dans le piège de Rita. Ça ne peut pas être le C. Regardez un peu, on dit, nous sommes à l'initiation, n'est-ce pas? Si vous choisissez le C, on dit la SDP historique, ça veut dire c'est la SDP des projets antérieurs. Et ce SDP, n'est-ce pas, fait partie, n'est-ce pas, des actifs organisationnels de l'organisation. Donc, ça ne peut pas être le C. On a dit que n'est pas. On a bien dit la réponse est n'est pas. OK, n'est pas. Donc, tu vas choisir la réponse qui est fausse. N'est pas. La SDP est. Donc, tu vas choisir C. On est d'accord? Tu vas choisir la réponse qui est fausse. Donc, la SDP, en fait, n'est-ce pas, fait partie. Donc, elle fait partie, n'est-ce pas, donnée d'entrée, n'est-ce pas, du groupe processus d'initiation. Parce qu'elle est constituée, n'est-ce pas, elle est dans les actifs organisationnels, n'est-ce pas, de l'organisation. Si on a mis la SDP, tout simplement, tu aurais raison, mais on a mis la SDP historique. Donc, examinons ensemble. On dit, les processus de la compagnie. Les processus de la compagnie font pour partie, n'est-ce pas, des actifs organisationnels de l'entreprise, Tout à fait. de l'organisation. Donc, on ne peut pas choisir A. La culture de la compagnie. La culture de la compagnie, n'est-ce pas, ça fait partie de quoi? Des facteurs environnementaux de l'organisation. Donc, et vous avez ça au début, n'est-ce pas, du projet. Donc, ça ne peut pas être B non plus. La SDP également, on dit la SDP historique, ça fait partie des actifs organisationnels de l'organisation. Donc, la seule réponse possible ici, c'est l'énoncé du contenu du projet. Parce que l'énoncé du contenu du projet, comme on a vu, n'est-ce pas, dans notre tableau, l'énoncé du contenu du projet s'obtient ici lors de comme A pour, n'est-ce pas, de la gestion, n'est-ce pas, du périmètre. Donc, ici, là, ça s'obtient lorsqu'on définit, ici, là, on définit le périmètre du projet. Donc, quand on définit le périmètre du projet, on obtient l'énoncé du contenu du projet. Donc, ça s'obtient lors de la planification et non lors de l'initiation. Donc, la seule réponse probable, c'est le D, n'est-ce pas? Donc, c'est le D, oui. Le D. Donc, on passe au 7. Le commanditaire du projet vient de signer la charte du projet. Quelle est la prochaine chose à faire? Petit A, commencer à achever le lot de travail, valider le contenu, commencer la maîtrise des modifications intégrées, commencer à établir les plans de gestion. Donc, vous dites c'est quoi? Le D. B. Le D. B.
Attends, B. entendez-vous? Et B, Oui, quoi? le commandeur vient de signer la charte. Mhm. Ça Quelle veut dire quoi? initiative? Voilà. Ça veut dire que le groupe de La processus charte du d'initiation projet. est déjà achevé, n'est-ce pas? Oui. Mhm. Si oui, maintenant on est à la planification. On dit, quelle est la prochaine chose à faire? On dit, commencer à achever la loi de travail. Bon, regardez, on ne peut pas choisir Ah, A parce qu'on n'a même pas encore planifié le projet. Donc, on ne peut pas commencer à exécuter alors qu'on n'a pas encore planifié. Ça ne peut pas être oui. A. Donc, B, valider le contenu. On peut pas prendre B parce que quoi? B, c'est déjà... fait. non, B, non, ce n'est pas encore fait. B, c'est lors de la maîtrise. Regardez dans le tableau. Voici la maîtrise ici. Voici le tableau ici. Voici B, valider le périmètre valider le périmètre, c'est dans le groupe de processus de maîtrise. Donc, pourquoi on valide le périmètre? Il faut déjà que le projet soit en train d'être exécuté. Nous sommes d'accord? Donc, ça ne peut pas être ça. Donc, on revient encore dans notre question. On dit commencer la maîtrise des modifications intégrées. Même la maîtrise des modifications intégrées, n'est-ce pas, ça fait toujours partie, n'est-ce pas, du groupe de processus, n'est-ce pas, de maîtrise. C'est ça qu'ils appellent maîtrise, ça maîtriser les changements. C'est ça qu'ils appellent maîtrise intégrée, maîtriser les changements. Donc, rappelez-vous également à l'examen que quoi, vous n'allez pas voir les mêmes mots. Ils peuvent modifier le vocabulaire de temps en temps, mais il faut comprendre le sens qu'ils sont en train de vouloir projeter. Donc, ici, la maîtrise des modifications intégrées, c'est ce qu'on appelle maîtrise des changements. Donc, ça ne peut pas être ça non plus, ça ne peut pas être B, ça ne peut pas être A. Donc, la seule réponse probable, c'est D. Nous sommes d'accord, non? Il doit commencer à établir le plan de gestion. OK. Donc, on avance. 8. Les contraintes d'échéancier du projet de haut niveau viennent d'être déterminées. À quel groupe de processus de gestion de projet appartenez-vous? Petit A, démarrage. Petit D, planification. Petit C, exécution. D, surveillance et maîtrise. OK, répondez à cette question-là. A. C'est le A? Oh. Bon, donc, il dit que c'est le A. Non, laisse-le justifier pourquoi il dit que c'est le A. Pourquoi tu dis que c'est le A? Non, je me suis trompé, c'est le B. Il dit que... non, il dit que... Non, on ne joue pas à l'autorité ici. Hein. On doit... OK. Donc, il dit le B. Pourquoi tu dis que c'est le B? Pourquoi tu dis que c'est le B? Le contrainte d'échéancier du projet. Disons que comme on a terminé, on a déjà identifié tous les échéanciers, tous les contraintes liées à l'échéancier. On ne peut que maintenant procéder à l'étape On de la te demande où est-ce qu'on se trouve, où est-ce qu'on détermine, n'est-ce pas, les contraintes de l'échéancier à haut niveau. Enfin, on doit demander où est-ce qu'on, après ça, qu'est-ce qu'on fait? On demande où est-ce que tu te trouves. Quand tu détermines les contraintes de l'échéancier à haut niveau, tu es dans quel groupe de processus? Est-ce que tu as l'initiation? Est-ce que tu as la planification? Est-ce que tu as l'exécution? Est-ce que tu as la maîtrise ou bien la clôture? On a la planification, parce qu'on identifie les contraintes dans la planification. Voilà, tu as un peu raison, mais seulement, il y a Rita t'a piégé, tu es tombé dans son piège. Donc, elle a dit les contraintes de l'échéancier du projet à haut niveau. Donc, tout ce qui s'est fait à haut niveau, n'est-ce pas, c'est lors de l'initiation. Donc, tu peux retenir ça comme ça, entre guillemets. À l'initiation, n'est-ce pas, on fait une planification à haut niveau. Donc, c'est une planification, n'est-ce pas, basée, n'est-ce pas, sur une estimation analogique. Est-ce qu'on se comprend? Donc, à l'initiation, n'est-ce pas, vous pouvez avoir, n'est-ce pas, un expert qui dit, OK, on a fait ce projet l'année passée, ça nous a coûté 10 millions. C'est-à-dire qu'il a fait une estimation, n'est-ce pas, de coûts à haut niveau. Il peut dire que ça nous a pris 30 jours. Ça, c'est une estimation, n'est-ce pas, de délai à haut niveau. Donc, c'est lorsque le chef de projet, n'est-ce pas, prend ces informations, il doit donc démontrer qu'effectivement, ça peut respecter, n'est-ce pas, ces 30 jours ou bien ce budget-là. C'est ce qu'il fait pendant la planification. Donc, si vous devez retenir quelque chose de cet exercice, c'est quoi? Il faut retenir qu'on est tout ce qui s'est fait à haut niveau, c'est fait lors de l'initiation. Et tout ce qui se fait de façon détaillée, n'est-ce pas, c'est fait lors de la planification. Nous sommes d'accord? Là, il faut plus tomber dans le pied de Rita. Bon, okay. L'initiation, bon, la réponse finalement, c'est quoi? C'est le A. C'est le A. Le A. Il a d'abord dit le A. Mais bon,
est-ce que dans le démarrage, c'est à l'initial? Est-ce que dans les chantiers, il y a, quand on a vu la colonne des domaines, Ok. des processus, est-ce que à l'échéancier, il y a un démarrage? Voilà. Oui, ta question est pertinente. Je t'explique encore. Je viens d'expliquer ça. Bon, je vais encore te l'expliquer. Donc, voici l'échéancier, n'est-ce pas? Gestion de l'échéancier, n'est-ce pas? Oui. Comme tu dis, tu as raison, il n'y a rien ici à l'initiation. Mais ce que je te fais comprendre, c'est que quoi? À l'initiation, n'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle des estimations, n'est-ce pas, par analogie. C'est-à-dire, on fait les estimations à grande échelle. C'est-à-dire, quand on commence le projet, n'est-ce pas, on sort le business case, on sort, n'est-ce pas, les objectifs, n'est-ce pas, les objectifs, n'est-ce pas, du projet. Donc, et à l'initiation, on peut dire, donc, OK, un expert peut venir il dit, on a fait ce projet-ci l'année passée, ça nous a coûté 10 millions. Ça, c'est quoi? Il fait une estimation à grande échelle, n'est-ce pas, du budget. C'est-à-dire que le projet va vraiment coûter 10 millions, mais c'est une estimation à grande échelle. Il peut dire, ça nous a pris un mois. C'est une estimation à grande échelle de l'échéancier. Donc, pour ne pas être embrouillé, tu dois retenir quoi, n'est-ce pas? À l'initiation, on fait une planification, n'est-ce pas, à grande échelle, entre guillemets. Donc, tout ce qui est fait à l'initiation, n'est-ce pas, c'est à grande échelle. C'est lorsqu'on passe à la planification, n'est-ce pas, qu'on doit mettre en exergue nos processus, n'est-ce pas, pour déterminer, pour prouver, n'est-ce pas, que les données, n'est-ce pas, qu'on a signées dans la charte, n'est-ce pas, peuvent en fait être respectées lors de l'exécution de notre projet. Donc, je prends un exemple encore simple. Chaque fois qu'on a commencé un projet, le responsable va dire que j'aimerais que ce projet dure 60 jours. Mais rien ne prouve que ça peut durer 60 jours. Ce n'est que lorsque tu vas passer à la planification, n'est-ce pas, tu vas mettre tes processus en exergue. C'est-à-dire, tu vas planifier ton échéancier, définir les activités, organiser les activités en séquence, estimer la durée des activités, que tu vas prouver qu'effectivement, ce projet-là va prendre 60 jours. Mais généralement, c'est toujours l'opposé. Ça peut prendre, quand tu définis ton échéancier, tu peux trouver que ça prend plutôt peut-être 70 jours ou bien 80 jours. Mais on ne peut pas mettre un processus à l'initiation pour dire que élaborer l'échéancier, non. Parce que quoi, le processus qui a été mis en exergue, c'est mis lors de la planification. Donc, pour retenir de façon grosso modo, il faut savoir que quoi, à l'initiation, on fait les estimations à grande échelle. Une planification à grande échelle de tout l'ensemble du projet. Donc, on passe à 9. Quelqu'un peut lire? La SDP. C'était le A, hein, oui, ok. Oui, c'était le A, oui. La SDP et le dictionnaire de la SDP sont achevés. SDP d'abord, c'est quoi? C'était structure de découpage du projet. Le dictionnaire de la SDP, c'est juste la structure de découpage de projet, n'est-ce pas, avec plus de détails. On a mis certaines caractéristiques, n'est-ce pas, qui ne sont pas dans la SDP. Donc, on va voir ça pendant l'échéancier. Ne vous en faites pas, n'est-ce pas? L'équipe de projet a commencé le travail d'identification des risques. Le commanditaire contacte le chef de projet, lui demandant d'émettre la matrice d'affectation des responsabilités. Le projet dispose d'un budget de 100 000 $ américains et se déroule dans 3 pays en utilisant 14 ressources humaines. Il existe peu de risques prévus pour le projet et le chef de projet a géré de nombreux projets similaires à celui-ci. Quelle est la prochaine chose à faire? Petit A. Comprendre l'expérience du commanditaire sur les projets similaires. Petit B. Créer une liste d'activités. Petit C. S'assurer que le contenu du projet est défini. Petit D. Achever la gestion des risques et délivrer la matrice d'affectation des responsabilités. Voilà, parce que c'est un exercice un peu challengeant. Donc, en conséquence de ta l'examen, les exercices qui demandent trop réfléchir, pour sauter d'abord, pour passer aux exercices qui sont plus faciles. Donc, mais on va résoudre ça ensemble. Donc, on dit, la SDP, les dictionnaires de la SDP sont déjà achevés. C'est-à-dire qu'on a fini, n'est-ce pas, le domaine de connaissance de périmètre, n'est-ce pas? Donc, maintenant, on dit, l'équipe du projet a commencé le travail d'identification des risques. Ils ont commencé. Bon, une chose également encore à souligner, c'est que quoi? C'est vrai, dans le tableau, si, il y a certains domaines de connaissance qui se suivent de façon chronologique, mais certains domaines de connaissance ne se suivent pas exactement de façon chronologique. C'est-à-dire, pendant qu'on est en train d'élaborer le périmètre, on peut être en train d'identifier les risques. Parce que les risques sont identifiés tout au long du projet. Même le domaine de connaissance, n'est-ce pas, de gestion de l'engagement des parties prenantes,
Donc, pendant qu'on est en train de faire, par exemple, n'est-ce pas, l'élaboration du périmètre, la définition du périmètre, on peut être en train, n'est-ce pas, d'identifier les parties prenantes. Donc, il n'y a pas une suite chronologique entre certains domaines de connaissances. C'est comme les domaines de connaissances qu'on peut garantir la suite chronologique, c'est la gestion du périmètre, la gestion de l'échéancier et la gestion des coûts. Il y a quand même une suite chronologique, n'est-ce pas, dans ces domaines de connaissances. Mais le reste, ça peut être fait, n'est-ce pas, façon subjective. Ça dépend, n'est-ce pas, du chef du projet. Donc ici, par exemple, ici nous montre un peu ça. Ici, là, regarde, on dit qu'ils ont commencé le travail d'identification des risques. Alors qu'ils sont seulement en train de faire, ils sont en train de finir, n'est-ce pas, le périmètre. Ils sont en train d'identifier les risques. Donc, on dit le commanditaire contacte le chef de projet, lui demande de mettre la matrice d'affectation des responsabilités. Bon, la matrice d'affectation des responsabilités, n'est-ce pas, s'obtient pendant la gestion des ressources. Oui, donc on dit le projet dispose, n'est-ce pas, d'un budget de $100,000 américains et se déroule, n'est-ce pas, dans 3 pays en utilisant, n'est-ce pas, 14 ressources humaines. Il existe peu de risques prévus pour le projet et le chef de projet, n'est-ce pas, a géré de nombreux projets similaires à celui-ci. Quelle est la prochaine chose à faire? Bon, examinons tous ensemble. On dit comprendre l'expérience du commanditaire sur le projet. Bon, n'est-ce pas, comprendre l'expérience du commanditaire sur les projets similaires. Ça aurait dû être fait déjà depuis lors de l'initiation. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Parce que c'est pendant l'initiation, n'est-ce pas, que le chef de projet, n'est-ce pas, a cette conversation avec le commanditaire, n'est-ce pas, pour comprendre, pour avoir, n'est-ce pas, le jugement de l'expert par rapport à ça. Cela, ils font, n'est-ce pas, des estimations par analogie. Donc, et le responsable va dire que non, j'ai fait ce projet, on a eu à faire ça 2 ans, ça a coûté 10 millions, ça a pris 2 ans. Donc, c'est ce qu'on appelle comprendre l'expérience du commanditaire et sur les projets similaires. Donc, ça, d'après le texte. Déjà, d'après le texte, même, c'est même pas le commanditaire qui a l'expérience, c'est le chef de projet qui a géré de nombreux projets similaires. Oui, oui. Et même d'après le texte, n'est-ce pas, on voit qu'on sont déjà, n'est-ce pas, dans la planification. Donc, A aurait déjà été fait depuis. Nous sommes d'accord, non? Parce que A est fait lors de l'initiation. OK. Donc, maintenant, on dit créer une liste d'activités. Bon, ça peut être la prochaine chose à faire parce que ils ont fini avec... dès qu'on finit, n'est-ce pas, avec le périmètre, on entame, n'est-ce pas, l'échéancier. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Et là, oui, donc ça pourrait être B. On encadre B, mais on n'est pas encore certain. On va examiner les autres propositions. S'assurer que le contenu du projet est défini. Même le C aurait déjà dû être fait parce que s'ils ont déjà fini la SDP et ils ont déjà fini avec la SDP de dictionnaire, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ils ont déjà défini le contenu du périmètre de plus. Parce que pour obtenir la SDP, il faut d'abord avoir défini le contenu ou bien le périmètre du projet. Donc, ils ont déjà fini avec C. Donc, achever la gestion des risques et délivrer la matrice d'affectation de responsabilité. Donc, la D est un peu confus parce que on dit qu'ils ont fait, il existe peu de risques prévus. Donc, on dit qu'il existe peu de risques prévus, n'est-ce pas? Attends, je vais voir, ils ont parlé de la matrice d'affectation de responsabilité. Le commanditaire contact lui demande, n'est-ce pas? Voilà. Voici ça, lui demande de mettre la matrice d'affectation de responsabilité du projet. Donc, la réponse sera entre B et D. Donc, maintenant, on doit maintenant délibérer entre B et D. Donc, émettre la matrice d'affectation de responsabilité, n'est-ce pas, va probablement venir après B. Nous sommes d'accord? Parce que dans notre tableau ici, n'est-ce pas, voici notre tableau. Lorsque le chef de projet a fini avec le périmètre, il doit entamer directement. Ça, c'est 2 domaines de connaissances qui sont... la suite est chronologique. On ne peut pas passer à d'autres domaines de connaissances. En fait, on ne peut pas finir l'un sans avoir fini l'autre. Donc, quand tu finis le périmètre, ce qui suit, n'est-ce pas, c'est l'échéancier. Tu ne peux pas faire l'échéancier sans avoir fini le périmètre. Donc, là, c'est probablement ce que le chef de projet va faire par la suite, avant de finir, n'est-ce pas, avec la matrice d'affectation et continuer, n'est-ce pas, l'identification des risques. Je sais qu'on s'est compris un peu dans l'explication de ce... Tout à fait. À l'échéancier, il y a définir les activités. Voilà, justement. Donc là, finir avec le périmètre, il faut qu'il finisse avec l'échéancier. Bon, on passe à 10. Un chef de projet n'a pas besoin de temps à consacrer à la planification avant la date de début obligatoire. Il veut donc achever la planification le plus efficacement possible.
quel conseil donneriez-vous? Petit A, s'assurer que vous avez une charte de projet signée, puis démarrer la SDP. Petit B, créer une liste d'activités avant de créer un schéma de réseau. Petit C, documenter tous les risques connus avant de décrire les hypothèses de haut niveau. Petit D, achever le plan de gestion de la qualité avant de déterminer les métriques qualité. Métrique qualité, ok. Quel conseil? Ok. D'après vous, quelle pourrait être la réponse ici? Bon, on répond tous ensemble. Donc, on dit, un chef de projet, n'est-ce pas, n'a pas besoin de temps à consacrer à la planification avant la date de début obligatoire. On l'a imposé une date. Il veut donc achever la planification le plus efficacement possible. Quel conseil donnerez-vous? S'assurer que vous avez une charte de projet signée, puis démarrer la SDP. Donc, A semble, n'est-ce pas, être une bonne réponse parce que il n'est pas conseillé, n'est-ce pas, au chef de projet, n'est-ce pas, d'entamer le projet sans avoir une charte de projet signée. Peu importe la pression, n'est-ce pas, sur laquelle vous êtes mis. Donc, ne commencez jamais un projet, n'est-ce pas, sans avoir une charte de projet signée. Sinon, vous risquez d'être une victime pendant que le projet est exécuté. Donc, on peut encadrer A déjà. Donc, on dit B, créer une liste d'activités avant de créer un schéma de réseau. Donc, le B va seulement suivre le A. Donc, le A est toujours meilleur que le B. Donc, on dit C, documenter tous les risques connus avant de décrire les hypothèses de haut niveau. OK, donc, les hypothèses de haut niveau, je vous ai rappelé que tout ce qui se fait de haut niveau, n'est-ce pas, c'est lors de l'initiation, n'est-ce pas? Donc, il veut passer la planification, ça veut dire qu'ils ont fini avec l'initiation. Donc, achever le plan de gestion de qualité avant de déterminer, n'est-ce pas, les métriques qualité. Donc, lorsqu'on examine, n'est-ce pas, ces 4 propositions, si on considère A et B, parce que c'est A et B qui semblent être, n'est-ce pas, les réponses justes. Donc, on doit s'assurer que vous avez une charte de projet signée, puis démarrer la SDP. Je crois que là, c'est très clair, non? Parce que, regarde, dans le tableau ici, là, lorsque vous avez fini la charte du projet, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Lorsqu'on a fini la charte du projet, qu'est-ce que vous faites? Le premier domaine de connaissance qui suit, c'est quoi? C'est gestion de périmètre, n'est-ce pas? Et c'est ici qu'on obtient, n'est-ce pas, c'est ici qu'on obtient, n'est-ce pas, la SDP de notre projet. Donc ici, il t'a dit que dès qu'il a fini avec, il a fini, n'est-ce pas, il a fini, n'est-ce pas, avec l'initiation, n'est-ce pas, il veut maintenant finir, n'est-ce pas, la planification, n'est-ce pas, de façon, n'est-ce pas, efficace. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit d'abord obtenir la charte, et donc il passe maintenant directement en position, n'est-ce pas, de définir le domaine de connaissance, n'est-ce pas, de périmètre du projet. Donc, mais la question, il y a une ambiguïté parce qu'on dit ici que tu n'as pas beaucoup de temps à consacrer à la planification avant la date de début. Donc, en fait, ça veut dire que réellement, il doit aller plus vite. Il doit un peu aller au-dessus de la planification en supposant que bon, ça veut dire que bon, si on essaie de comprendre la question, ça veut dire que même le B là parce que la SDP, c'est la planification. Oui, la SDP, c'est la planification. Mais c'est le premier, c'est dans le premier domaine de connaissance que le chef de projet doit exécuter quand il a obtenu la charte de projet. Donc, en fait, il y a certains faits qui sont un peu, c'est juste pour vous distraire un peu. Quand on dit le chef de projet, n'est-ce pas, n'a pas beaucoup de temps à consacrer à la planification. Même s'il n'a pas beaucoup de temps à la planification, ce n'est pas une excuse pour lui de commencer le projet, n'est-ce pas, sans avoir une charte de projet signée. Donc, j'ai expliqué tout à l'heure que, n'est-ce pas, peu importe la pression dans laquelle vous êtes, le chef de projet, c'est conseillé que le chef de projet ne doit jamais commencer le projet sans avoir la charte du projet signée. Vous pouvez avoir des sponsors qui vous mettent dans un projet et ils veulent, n'est-ce pas, vous manipuler, c'est-à-dire ils veulent tirer avantage de vous.
Ils vont dire, ah, pardon, comment vu le projet, on n'a pas le temps pour signer la charte là, on a encore des choses à revoir. Dis-lui que non, monsieur, je ne peux pas commencer le projet sans que vous ayez signé la charte du projet. Donc, ça démontre votre professionnalisme. Donc, c'est ça que Rita va vous enseigner, si vous connaissez pas. Avant de commencer un projet, peu importe les circonstances, il faudra qu'on ait signé la charte du projet. Parce que la charte du projet, n'est-ce pas, qui est la date de naissance, n'est-ce pas, de votre projet. Sans la charte du projet, le projet en fait n'existe pas. Donc, je crois que la seule bonne réponse ici, là, c'est A. Parce que quoi, il doit finir, dès qu'il a fini, n'est-ce pas, l'initiation, il doit passer à la planification. Le premier domaine de connaissance dans la planification, n'est-ce pas, c'est la gestion des périmètres. Bon, c'est vrai dans la gestion de l'intégration avant, mais je vous ai dit, la gestion de l'intégration, en fait, c'est le dernier domaine de connaissance dans la planification. C'est le dernier domaine de connaissance dans la planification. Donc, le premier domaine de connaissance qu'on exécute dans la planification, c'est le périmètre. OK, on peut vérifier la réponse ensemble, juste pour se rassurer. Donc, c'est la question combien? Question 10. 10. OK. Question 10, ils disent que c'est... Attends. C'est le B. Ils disent que c'est le B. Créer la liste des activités avant de créer le schéma de réseau. Bon, là, c'est aussi discutable. Hein? Parce qu'avant de créer, n'est-ce pas, la liste des activités, il faut d'abord la SDP. Bon, là, on va mettre ça entre guillemets parce que là, c'est un peu confus. Parce que pour créer la liste des activités... Je pense que déjà, quand elle est au niveau de la... Déjà, ça veut dire que je pense que si je comprends bien, ça veut dire que réellement, s'il n'a pas le temps à consacrer à la planification, ça veut dire que normalement, on a validé la charte. Mais on a validé la charte, il devrait planifier. Je ne sais pas, normalement, ça veut dire que normalement, la charte a été validée. Maintenant, il devrait planifier, mais il n'a pas trop de temps à consacrer à la planification. Il faut créer une liste d'activités avant de créer le schéma de réseau. Oui. Bon, comment est-ce qu'il va créer la liste d'activités sans la SDP? C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible. Donc, mais on crée la SDP à partir de cette activité, non? La SDP est créée avant la liste des activités. Donc, puisque dans la SDP, il y a les lots de travaux. Les lots de travaux ne sont qui sont décomposés en activités. Donc, il ne peut pas créer la liste des activités s'il n'a pas la SDP. Donc, je vais un peu lire ça, la question en anglais pour voir s'il n'y a pas une erreur de traduction. Regardons ça. On met une explication en bas. OK, attends, je vais d'abord lire un peu en anglais. C'est la question 10, n'est-ce pas? Oui. OK. Make sure you have a signed project charter and then start the work production structure. Oui, même en anglais, c'est très clair. Create an activity list before creating a network diagram. Bon, lisons l'explication ensemble. Je vais voir ce qu'elle dit. On dit, cette question, n'est-ce pas, demande lequel de ces choix constitue le moyen le plus efficace pour passer à la planification du projet. Démarrer la SDP immédiatement après l'obtention, n'est-ce pas, d'une charte de projet. Saute les étapes importantes de la définition du contenu et d'autres activités. Les hypothèses, n'est-ce pas, de haut niveau sont formulées pendant le démarrage du projet, oui. Les métriques de qualité sont déterminées dans le cadre du plan de gestion de la qualité. Pas après. La liste d'activités est créée avant le diagramme de réseau. Non, il y a un problème même dans la réponse, il y a un problème. Regarde, parce qu'elle dit démarrer la SDP immédiatement après l'obtention de la charte du projet, saute les étapes importantes de définition de contenu et d'autres activités. Mais dans la logique, c'est impossible d'avoir les activités sans avoir obtenu la SDP. Bon, je crois que la question, c'est un peu des manquements. Il y a les manquements dans la question. Parce que quand on lit, elle dit démarrer la SDP immédiatement après l'obtention, n'est-ce pas, d'une charte, d'un projet, saute les étapes. Oui, ça saute les étapes. Les étapes qu'on parle on parle de planifier le périmètre, recueillir les exigences, définir le périmètre. Oui, c'est vrai, ça saute les étapes, mais en fait, c'est mieux que passer directement, n'est-ce pas, aux activités. Elle dit, la liste des activités est créée avant le diagramme de réseau, c'est donc la meilleure option. Donc, ben moi je ne suis pas d'accord parce que
pour avoir les activités, logiquement, il faut d'abord avoir la structure de coupage du projet. C'est pour ça que quoi, cette question-ci, il peut faire comme on met ça entre parenthèses. Et sachez également quoi, parfois, les réponses de RITA sont parfois subjectives. Donc, il faut toujours raisonner de façon logique avant de valider certaines de ces réponses, n'est-ce pas, qu'elle donne. OK, donc on avance. 11. Le meilleur moment pour affecter un chef de projet à un projet est pendant l'intégration, sélection de projet, démarrage, la planification. Bon, là, c'est évident, non? Quel est le meilleur moment pour affecter un projet? Pour affecter le chef de projet? Pendant l'intégration. Non, 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 non. Ici, quand on parle de meilleur moment, ici, on a parlé des groupes de processus. On ne parle pas des domaines de connaissances. Pendant le démarrage. Voilà, le démarrage, c'est le démarrage. OK, 12. Un chef de projet reçoit un appel d'un membre de l'équipe lui annonçant qu'il existe un écart entre la vitesse d'un système sur le projet et la vitesse souhaitée ou planifiée. Le chef de projet est surpris parce que cette mesure de la performance n'a pas été identifiée dans la planification. Si le chef de projet évalue alors si l'écart justifie une réponse, dans quelle partie du processus de gestion de projet se trouve-t-il? Le démarrage, l'exécution, la surveillance et maîtrise, la clôture. Bon, ici, c'est le C. Oui, c'est le C, oui, parce que lorsqu'on parle de comparer les écarts, c'est-à-dire qu'il y a les performances et il n'y a pas de performance, n'est-ce pas, sans exécution du projet. Il est sûrement, n'est-ce pas, à la surveillance et maîtrise. OK, 12, 13, on passe à 13. Un membre de l'équipe informe le chef de projet que les activités comprenant l'eau de travail ne sont plus appropriées. Il serait mieux que le chef de projet soit dans quelle partie du processus de gestion de projet? Action corrective, maîtrise des modifications intégrées, surveillance et maîtrise, clôture du projet. Ils vous ont aidé à trouver la réponse juste ici. OK. La réponse est très évidente parce qu'ils ne vous ont pas donné trop de difficultés à la découvrir. C'est quoi la réponse juste ici? Il faut... Bon, on doit passer à l'action corrective. Non, action corrective, on demande le groupe de processus. Rappelez-vous, il y a 5 groupes de processus. Citez-les. Il y a quoi et quoi? Les groupes de processus. Il y a l'initiation, n'est-ce pas? Il y a la planification, il y a l'exécution, il y a la clôture. Et la clôture, donc. Bon, est-ce que action corrective n'est pas un groupe de processus? Donc, tu ne peux pas choisir un. Mais la maîtrise des modifications intégrées, n'est-ce pas, n'est pas un groupe de processus. C'est un processus, mais ce n'est pas un groupe de processus. Vous savez qu'ils ont beaucoup aidé dans ces réponses ici. Donc, vous voyez déjà A et B, il reste seulement C et D. La réponse c'est C, non? Ça peut être que C. De toute façon, on dit un membre de l'équipe, n'est-ce pas, informe le chef de projet que les activités comprenant l'heure de travail ne sont plus appropriées. Donc, ça peut être que le C. OK, 14. Lors d'une réunion d'équipe, un membre de l'équipe pose des questions au sujet des mesures qui seront utilisées sur le projet pour évaluer la performance. Le membre de l'équipe s'aperçoit que certaines des mesures relatives aux activités qui lui sont confiées ne sont pas valables. Le projet est mieux considéré en quelle partie du processus en gestion de projet? C'est le B. Le B. OK, là, il faut être sûr que c'est le B. Réalisons ensemble. Vous voici, c'est le B exact. C'est vraiment le B. On dit, lors d'une réunion d'équipe, ils sont pendant la réunion d'équipe,
un membre de l'équipe, n'est-ce pas, pose des questions au sujet des mesures qui seront utilisées sur le projet pour évaluer la performance. Donc, si on s'arrête seulement là, ça veut dire que l'équipe, ils sont en train de faire leur réunion, n'est-ce pas, soit pendant, n'est-ce pas, la planification, soit pendant l'exécution. Donc, on dit le membre de l'équipe, n'est-ce pas, s'aperçoit que certaines des mesures relatives aux activités qui lui sont confiées ne sont pas valables. Regarde, c'est-à-dire qu'on a la confié des activités à ce membre de l'équipe, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils sont déjà sûrement lors de l'exécution. Donc, les deux fois, montrent que quoi? Ils sont, il faut montrer qu'ils peuvent être pendant la planification, ils peuvent être pendant l'exécution, mais la deuxième phrase nous montre qu'ils sont pendant l'exécution. Donc, le projet est le mieux considéré en quelle partie du processus de gestion de projet? Clôture, non. Surveillance et maîtrise, peut-être. Exécution, peut-être. Démarrage, non. Donc, la réponse est entre B et C. Donc, je viens de lire, n'est-ce pas, le texte. Donc, d'après le texte, on trouve le membre de l'équipe, n'est-ce pas, est dans l'exécution. Parce qu'on dit, le membre de l'équipe, n'est-ce pas, s'aperçoit que certaines des mesures relatives aux activités qui lui sont données, leur confiées, ne sont pas valables. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore commencé à mesurer les performances. Il est en train, n'est-ce pas, de vérifier seulement ce qu'on appelle en anglais des métriques, c'est-à-dire les métriques, c'est pas seulement dire ça en français, les métriques qu'il va utiliser pour vérifier, pour mesurer sa performance. Et il n'a même pas encore commencé à mesurer sa performance. Est-ce que nous sommes d'accord dans mon raisonnement? Tout à fait. Voilà, donc il est encore en train de voir, n'est-ce pas, ces métriques, c'est-à-dire ce qu'il va utiliser pour mesurer sa performance. Il n'a pas commencé, donc le processus, n'est-ce pas, de surveillance, ces métriques n'a pas été encore mis en exergue. Ils sont encore en train d'exécuter. On n'a pas encore mis en exergue la procédure de surveillance et maîtrise. Donc, une chose que je veux encore augmenter, c'est que quoi? Lorsque le projet a été initié, planifié, et lorsque le projet a été exécuté déjà une fois, en ce moment, n'est-ce pas, on peut commencer à mettre en exergue tous les autres cours de processus. C'est-à-dire, pendant que le projet est exécuté, on peut être en train de surveiller et maîtriser. On peut être en train, n'est-ce pas, de planifier certaines activités. On peut être en train, n'est-ce pas, de replanifier. On peut être en train, n'est-ce pas, d'initier certaines activités. Donc, tout se fait déjà de façon simultanée. Mais il y a une suite chronologique initiale. Il faut initier, planifier, exécuter avant de surveiller. Donc, ici, on dit le membre de l'équipe, n'est-ce pas, le membre de l'équipe nous pose des questions au sujet des mesures qui seront utilisées sur le projet pour évaluer la performance. On n'a pas encore évalué la performance. Le membre de l'équipe, n'est-ce pas, s'aperçoit que certaines des mesures relatives aux activités qui lui sont confiées ne sont pas valables. C'est-à-dire qu'il n'a même pas encore mesuré la performance jusqu'à présent. Donc, et le projet a déjà été exécuté parce qu'il a les activités qu'on lui a confiées. Donc, il est sûrement là, il est déjà dans le groupe de processus, n'est-ce pas, d'exécution. Mais de toute façon, vérifions ensemble encore pour se rassurer. Le 14, on dit que c'est le C. Oui, c'est vraiment, oui, c'est le C, exécution. Oui, donc on avait raison. Donc, lisons aussi son explication de Rita. Elle dit, cette situation n'est décrite pas une mesure réelle. Alors, donc, une activité de surveillance et maîtrise, mais plutôt une réunion survenant au cours de l'exécution. Bon, elle n'a même pas trop expliqué, donc, mais le texte explique mieux. OK, on passe au 15. J'espère qu'il n'y a pas de préoccupation ici. C'est bon, c'est bon. OK, voilà, on s'est tous compris, ça c'est bon. Bon, 15. Laquelle des actions suivantes est la plus appropriée à mener durant la mise en œuvre de groupe de processus? Petit A. Créer une description détaillée des éléments livrables du projet. Petit C. Se familiariser avec la culture et la structure de la compagnie, vu qu'elle se rapproche au projet. Identifier la cause fondamentale des problèmes. Vérifier que tous les processus de gestion de projet sont terminés. OK, il y a aussi encore un problème de traduction ici, là. Donc, comme j'ai expliqué dans les questions précédentes. Donc, on dit durant la mise en œuvre de groupe de processus. Ici, là, on va dire le groupe de processus d'initiation. Donc, lorsque c'est clarifié, on peut répondre. Donc, on dit A, créer une description détaillée des éléments livrables du projet. Et dit tout ce qui est détaillé, n'est-ce pas, c'est dans la planification. Donc, on est encore à l'initiation, donc on ne peut pas choisir A. Donc, se
familiariser avec la culture et la structure de la compagnie, vu qu'elle se rapporte au projet. Donc, B peut être considéré parce que quoi? À l'initiation, vous avez accès, n'est-ce pas, aux actifs organisationnels et aux facteurs environnementaux de l'entreprise ou bien de l'organisation exécutante. Donc, B peut être considéré comme une réponse déjà ici, parce qu'il est en initiation. Bon, C, identifier les causes fondamentales des problèmes. Donc, on ne peut pas avoir de problème si le projet n'a pas encore été exécuté. Donc, le C veut dire qu'on est déjà dans la surveillance et maîtrise. Donc, ça ne peut pas être le C. On barre le C. Donc, vérifier que tous les processus de gestion de projet sont terminés. Ça veut dire qu'on est déjà à la clôture. Donc, si on a barré A, on a barré C, on a barré D, on reste seulement avec B. Et je crois que la réponse est le B. On peut confirmer. 15. Et 15, c'est le B. OK. On avance. 16. Laquelle des caractéristiques suivantes est celle des processus de gestion de projet? Petit A, itératif, unique, inutile, normalisé. Bon, là, c'est facile à répondre, non? B. Unique. On dit n'est pas, on dit laquelle des caractéristiques suivantes est celle des processus. OK, est celle des processus de gestion de projet. Bon, vous dites que c'est quoi? Unique. Unique. Non, ici, on parle de processus, c'est non de projet. On parle de processus. On n'a pas parlé de projet, ici, on parle de processus, de caractéristiques d'un processus. Le A, donc. Oui, c'est le A, itératif. Les processus sont itératifs. Okay, c'est bon. On avance. 17. Quel groupe de processus de gestion de projet prend généralement le plus de temps et les ressources de projet? La planification, conception, intégration, exécution. Même là, c'est aussi évident, non? Le D. C'est le D. C'est pendant l'exécution Oui, qu'on l'exécution qu'il y a beaucoup de personnes. Voilà, quand on dépense tout l'argent, le budget du projet. Mais on dit de façon générale, parce qu'il y a certains projets qu'on peut prendre plus de temps à planifier qu'à exécuter. On peut prendre 10 ans pour exécuter un projet de 6 mois. C'est possible, non? N'est-ce pas? Pardon? On peut prendre 10 ans pour planifier un projet qu'on va exécuter seulement en 6 mois. C'est possible, non? N'est-ce pas? Là, on peut pas. Si on a pris 10 ans pour seulement réfléchir dessus, oui, en 6 mois, on réalise. Oui, c'est très possible. On va prendre 10 ans pour planifier un projet qu'on va exécuter seulement en 6 mois. C'est très possible. Mais seulement les ressources sont plus consommées généralement lors de l'exécution. Ça, c'est un cas spécifique, mais généralement, le temps est plus consommé pendant l'exécution et les ressources. Là, c'est juste un cas, mais c'est possible ce que je viens de vous dire là. OK, 18. Toutes les actions suivantes doivent être effectuées pendant le démarrage du projet, sauf petit A, identifier et documenter les besoins de l'entreprise, créer un énoncé du contenu du projet, diviser un grand projet en phases, accumuler et évaluer les données historiques. Même là, c'est aussi évident. Comme démarrage, initiation, oui. Donc, on procède par élimination, non? Toutes les actions suivantes doivent être exécutées pendant le démarrage du projet. Sauf, donc pendant le démarrage du projet, on dit A, identifier et documenter les besoins de l'entreprise. On peut faire ça pendant le démarrage, pendant l'initiation du projet. Oui. Voilà, donc on bat A, ça va pas être la réponse. Donc, créer un énoncé du contenu du projet. Est-ce qu'on peut faire ça pendant l'initiation? Créer l'énoncé du contenu. Tu dis oui. Et un énoncé du contenu. Attends, bon, si vous avez raison, passons aux autres. Donc, C,
diviser un grand projet en phases. On fait ça par l'initiation, non? N'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, en bas, C également. Accumuler et évaluer les données historiques. On peut faire ça par l'initiation, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, si on peut faire A, C, D en initiation, ça veut dire que la seule chose qu'on peut pas faire pendant l'initiation, c'est B. Créer l'énoncé. Bon, et je vais te montrer ça dans le tableau. Créer l'énoncé du contenu du projet, n'est-ce pas? C'est en fait lors de la planification. C'est lors de la planification périmètre. Voici ça. Ici, on planifie la gestion du périmètre, on requiert l'exécution, on définit le périmètre. Donc, quand on définit, j'ai dit tout à l'heure que quoi? À l'examen, n'est-ce pas? Ou bien pendant qu'on fait l'exercice, on ne va pas utiliser les mêmes mots, le vocabulaire que vous avez lu dans le PMBOK. On va utiliser les expressions similaires. Le plus important, c'est de comprendre. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas nécessaire de réciter ces processus-là. Il faut comprendre le but de chaque processus. Par exemple, on dit ici, là, créer un énoncé de contenu du projet. La création d'un énoncé de contenu du projet, c'est lors de la définition du périmètre du projet. Donc, quand on définit le périmètre du projet, on obtient l'énoncé de contenu du projet. Donc, on peut changer le nom, on m'a dit, au lieu de mettre définir le périmètre, on dit créer l'énoncé de contenu du projet. Ce qui veut dire la même chose. Donc, la seule chose qu'on peut faire pendant l'initiation. OK. J'espère qu'on s'est compris. On s'est compris. D'accord. Bon, on progresse. La clôture comprend tous les éléments, sauf déterminer les mesures de performance, retourner le produit du projet, décrire le niveau auquel chaque phase du projet a été correctement close après son achèvement, mettre à jour les actifs organisationnels de la compagnie. A. Sur le A, je dis la clôture comprend tous les éléments suivants, sauf... Ah oui, c'est vrai. Déterminer les mesures de performance. Bon, déterminer les mesures de performance, ça s'obtient où? Lors de quel groupe de processus? Planification. Aïe, mon frère, c'est pas ça. Non, ça va être... ça va être lors de la planification. Déterminer les... Attends, il peut avoir raison. Il dit déterminer les mesures de performance. Oui, il peut avoir raison. Parce que regarde, déterminer les mesures de performance, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a de choisir qu'est-ce qu'on va utiliser pour mesurer la performance. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui, ça veut dire qu'il peut avoir raison. OK, attends, retourner le produit. Décrire le niveau auquel chaque phase du projet a été correctement close après son achèvement. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Mettre à jour les actifs organisationnels, n'est-ce pas, de la compagnie. Ça, c'est la clôture. Ça, c'est pas ça. Si on veut y mettre à jour, ça veut dire que réellement, c'est à la fin, comme elle souvent à jour, c'était un plan en fonction de... Donc, en fait, on fait A, B, B, C et D pendant la clôture. Mais ce A, comme l'a dit, ça peut être fait pendant la planification. Oui, déterminer les mesures de performance. Oui, il avait raison. Mais on mesure les performances. On mesure les performances pendant l'exécution du projet. Donc, c'est pendant l'exécution et la maîtrise qu'on mesure les performances. OK, donc la réponse est A ici, n'est-ce pas? Oui. OK. On passe à 20. La première phase de votre projet s'achève. Quelle est la chose la plus importante qui doit être effectuée avant le début de la phase suivante? Vérifier que les ressources sont disponibles pour la phase suivante. Vérifier l'avancement du projet par rapport à ce niveau de référence. S'assurer que la phase a atteint les objectifs et avoir ces éléments livrés formellement acceptés. Recommander l'action collective afin de porter les résultats du projet à la hauteur des attentes du projet. Bon, c'est quoi la réponse? On dit la première phase du projet s'achève. Bon, en fait, on pose la question tout simplement. Lorsque une phase de projet est achevée, quelle est la chose la plus importante qu'il faut faire avant de passer à la prochaine phase? C'est un peu ça le sens de la question. On dit A, vérifier que les processus sont disponibles, que les ressources sont disponibles pour la phase suivante. Bon, regardez un peu dans le genre de questions ici. Toutes les réponses sont justes.
Mais vous devez choisir la meilleure réponse. A est déjà juste, mais c'est pas, on va comparer avec les autres. On dit B, vérifier l'avancement du projet par rapport à ses niveaux de référence. C'est aussi très bien, mais il faut comparer. Bon, si on compare entre A et B, quelle est la meilleure entre A et B? La meilleure réponse entre A et B? C'est A. Je crois que c'est A, oui. Donc, on peut barrer déjà B. Donc, C, s'assurer que la phase a atteint ses objectifs et avoir ces éléments livrables formellement acceptés. C est très solide. Vous ne trouvez pas? Par rapport à A, C est très solide. Parce que c'est la chose principale à faire lorsque une phase du projet, n'est-ce pas, s'achève. Donc, comparons avec D également. Donc, si on compare C et A, on voit que C, n'est-ce pas, est meilleur que A. Donc, on bat A. Il va rester seulement C et D. Donc, recommander l'action corrective afin de porter des résultats du projet à la hauteur, n'est-ce pas, des attentes du projet. Donc, en comparant C et D, on voit que C est meilleur que D. Donc, la meilleure réponse également, ici, là, c'est A. Pardon, c'est C. OK. Non, c'est C. On peut voir le bord. OK, le bord. Regardons le bord. Regardons le bord. Mais la réponse, je crois que la meilleure réponse, c'est C ici. Oui, c'est C. Elle n'a même pas expliqué. C'est le C. Parce que c'est en fait ça le but principal lorsqu'on clôture. Oui, elle a dit ici qu'une phase ou un projet doit être clos et accepté. Bon, c'est ça la principale chose à faire lorsqu'on finit une phase. Donc, ça vient après tous les autres là. OK, 21. Lors de quel groupe de processus l'équipe évalue et analyse-t-elle le travail effectué sur le projet? Démarrage, exécution, surveillance et maîtrise, clôture. Bon, c'est le C. Je pense que c'est le C. Oui. Si on n'a pas réfléchi, c'est le C. OK, 22. Quel groupe de processus doivent être inclus dans chaque projet? Planification, exécution et clôture. Démarrage, planification et exécution. Démarrage, planification, exécution, surveillance et maîtrise et clôture. Planification, exécution, surveillance et maîtrise. C. Le C. OK, là, c'est évident. 23. Laquelle des actions suivantes est la plus appropriée à mener durant la clôture du projet? Travailler avec les clients afin de déterminer les critères d'acceptation. Recueillir les données historiques des projets antérieurs. Confirmer que toutes les exigences du projet ont été satisfaites. Obtenir l'acceptation formelle des plans de gestion. Bon, on commence à barrer les réponses. Oui, OK, procédons par élimination. On dit laquelle des actions suivantes, n'est-ce pas, est la plus appropriée à mener durant la clôture du projet. On dit A, travailler avec le client afin de déterminer les critères d'acceptation. Bon, vous voyez, le A devait être fait depuis, non? Le A, c'est depuis l'achat. Depuis, n'est-ce pas, même l'initiation. Donc, oui. on bat A. Donc, recueillir les données, n'est-ce pas, historiques des projets antérieurs. Même le B devait être fait depuis l'initiation, donc on bat le B également. Donc, confirmer que toutes les exigences du projet ont été satisfaites. Bon, le C allait être... Bon, en fait, on va progressivement. Donc, le C allait être juste, n'est-ce pas? Parce que quand on clôture un projet, il faut confirmer que les livrables ont satisfait, n'est-ce pas, les attentes des parties prenantes. Donc, D, obtenir l'acceptation formelle des plans de gestion. Non, ça ne veut pas être le D. Donc, obtenir l'acceptation formelle. L'acceptation qui m'oriente. L'acceptation, regarde, on dit des plans de gestion. Les plans, regarde, le problème, c'est que ici, c'est le livrable, c'est le plan de gestion. Le plan de gestion, c'est ce qu'on va exécuter, non? Le plan de gestion, c'est seulement encore au début. Ça veut dire qu'on est encore au début. Ça veut dire qu'on est en train de finir la planification seulement.
C'est qu'on n'a même pas encore exécuté le projet. Donc, ça peut pas être le D, c'est le C. Le C. OK, donc, on passe au 24. Quel groupe de processus met l'accent sur l'achèvement des exigences du projet? Bon, là, permettez qu'on lise aussi en anglais, parce qu'il y a un problème. Quand on dit l'achèvement des exigences, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce qu'en management de projet, l'expression n'est pas vraiment utilisée. C'est la question combien? 24. 24. Il faut qu'on lise en anglais pour voir ce qu'ils disent. On dit, which process group focus on completing the requirement of the project? OK, là maintenant, c'est clair. On demande, n'est-ce pas, quel groupe de processus, n'est-ce pas, se focalise dans l'exécution, n'est-ce pas, des exigences du projet. Voilà le sens de la question. Donc, si on a maintenant le sens, on peut facilement répondre. On dit quel groupe de processus met l'accent, se focalise sur l'exécution, c'est-à-dire, bon, des exigences des parties, les exigences, n'est-ce pas, du projet. Bon, on a compris le sens de la question. On a peu compris le sens de la question. Hein, Oui, les gars? En anglais, c'est clair. Donc, on dit, which process group focus on completing. Puis en anglais, quand on parle de completing, ça veut dire aussi exécuter. Exécuter, réaliser. Voilà. Completing veut dire réaliser, exécuter dans certains contextes. Mais ici, ici en français, quand on dit achèvement, bon, là, c'est difficile à comprendre ce qu'on veut dire ici. Quand je dis achèvement. Oui, certainement dit mettre achievement. Achievement, il y a aussi achievement en anglais. Oui, achievement en anglais. Achievement en anglais veut dire achever. C'est-à-dire on a fini. Alors que ici, là, quand on parle de completion, complete, ici, là, ça veut dire réaliser. Voilà l'expression idéale. Ici, là, ça veut dire plutôt réaliser. Donc, c'est différent de achievement. Achievement dit que fini. Alors que ici, ça veut dire exécuter, réaliser. Donc, et c'est ça le sens de la question. Si on veut savoir, n'est-ce pas, dans quel groupe de processus on réalise, n'est-ce pas, les exigences des parties prenantes. On exécute les exigences des parties prenantes. Je crois que c'est ça le sens de la question. Donc, est-ce que c'est au démarrage? Est-ce que c'est à la planification? Est-ce que c'est à l'exécution? Bien, c'est à la clôture. Avec le sens de la question, on peut facilement répondre maintenant. Oui, les exigences sont là. En fait, déjà, je pense que ça regarde bien, c'est pas la planification. On planifie, mais à l'exécution, c'est là où on se rassure que ce qui est fait. Voilà, c'est là où on réalise les exigences des parties prenantes. Oui. Donc, je crois que c'est le C. OK, 25. Toutes les opérations suivantes se déroulent au sein du groupe de processus de planification, sauf élaborer la charte du projet, créer la SDP, estimer les coûts, organiser les activités en séquence. C'est A, non? A. Ah, OK. Il dit A, oui, il a raison. Oui. C'est A. Le A, c'est à l'initiation, il a raison. 26. La demande du marché, les besoins de l'entreprise et ou une exigence légale sont autant d'exemples. 2. Petit A, raison d'embaucher un chef de projet, raison pour laquelle les projets sont lancés, raison pour laquelle les individus ou les entreprises deviennent des parties prenantes, raison de commanditer un projet. On a vu ça pendant le cours, vous pouvez facilement répondre à celui-ci. Les raisons d'embaucher un chef de projet. Les raisons? D. Le D, les raisons? Non. Avant D, il y a une meilleure réponse que ça. Je crois pas que ça peut être. Le D est bon, mais ce n'est pas la meilleure réponse là-bas. Du coup, B alors, raison pour laquelle les projets sont lancés. Oui, parce qu'avant de. En fait, on voulait dire initier. C'est la raison pour laquelle les projets sont initiés. Parce qu'avant de commanditer un projet, il faut d'abord initier le projet. Donc, ça peut...
C'est ça le différent. Donc, c'est pour ça que le B est la meilleure réponse par rapport au D. OK, donc je crois que ça, c'est la dernière question de ce chapitre. OK, bon, voici ce qu'on va faire. Donc, il y a le tableau, si je vais vous donner ça pendant le cours. Le tableau, n'est-ce pas, pour voir l'autorité du chef de projet par rapport au type d'organisation. En fait, le titre de ça, c'est l'influence des structures organisationnelles sur les projets. Donc, je suggère que pendant les 2 jours, vous essayez aussi également de maîtriser, n'est-ce pas, ce tableau-ci. Donc, de lire et comprendre, pas de réciter, de comprendre, n'est-ce pas, l'influence, n'est-ce pas, du chef de projet en fonction des structures organisationnelles. Parce que tout au long de certains chapitres qu'on va faire, particulièrement le chapitre sur l'intégration, n'est-ce pas, on aura besoin de ces informations aussi. C'est quelle Donc, page du PMBOK? c'est la page 47, page 47 du PMBOK. Et sur le PDF, c'est 83. 83 sur le PDF. Et 47 sur le livre. Donc, le PDF, c'est le cours qu'on a fait dernièrement. Non, je parle du PDF. Dans le livre, non, PMBOK 6. Dans le PMBOK 6. Oui, c'est ça que je suis en train de parler. Oui, dans le PMBOK 6, oui. PDF, PMBOK 6, c'est la page 47. Il faut revoir ça, il faut lire pour essayer de comprendre. C'est très important, ce tableau. Donc, je crois qu'on aura le prochain cours, ce sera jeudi. On va commencer l'intégration. Donc, l'intégration, c'est un chapitre assez complexe parce que ça touche un peu les autres domaines de connaissances. Mais on va, donc vous allez aussi préparer, n'est-ce pas, préparer par rapport à ce chapitre-là. Donc, on va introduire le cours jeudi et samedi, n'est-ce pas, on commence à faire l'exercice sur ce chapitre-là. OK, je crois qu'on va clôturer ici pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. J'ai une question. Comment le PMBOK là qui est volumineux, comment on fait pour lire tout ça? On lit, ça ne finit pas. Tu lis, ça ne finit pas. La journée ne fait que la journée ne fait que. OK. Entre le travail, tu es au travail même. Au travail même, tu lis dedans. Les soirs viennent, c'est pas encore fini. En fait, tu crois que c'est juste un sacrifice. Regarde, au départ, la lecture, n'est-ce pas, de PMBOK est un peu difficile parce que quoi, tu es obligé de lire tous les composants. C'est-à-dire, tu lis tous les parties, même les positions, tu dois les donner d'entrée, donner ce que tu dois lire. Mais seulement quand tu vas lire ça une fois, tu vas lire encore la deuxième fois. La troisième fois, quand tu vas lire, tu vas commencer à lire avec plus d'aisance parce que tu vas seulement lire les parties importantes que tu n'as pas compris. Donc, en fait, il n'y a pas de conseil. Ça veut dire que il faut lire les livres de 7 ans par la même 3 fois. Oui. Donc, quand tu lis, n'est-ce pas, ne te force pas trop à comprendre. Lis. Le peu que tu as compris, tu avances avec ça. Tu avances avec ça. Maintenant, quand tu vas relire encore pour la prochaine fois, tu vas que tu auras une meilleure compréhension. Donc, le livre n'est pas trop volumineux. Non, c'est vrai que quand on fait le cours, en fait, quand tu as suivi le cours et quand tu as lu le PowerPoint, quand tu repars dans le livre, c'est plus aisé. N'est-ce pas? OK. Quand tu as suivi le PowerPoint, quand tu vas dans le livre, c'est plus aisé. C'est vrai que c'est plus long parce qu'on explique, on réexplique, mais c'est juste que bon, en fait, c'est très long. Oui, c'est vrai, mais je ne peux pas vous donner le PowerPoint avant le cours. Si vous donnez le PowerPoint avant le cours, ça va vous rendre paresseux. Non, on n'a pas demandé le PowerPoint. On n'a pas demandé le PowerPoint. On dit que quand on a suivi le cours, après, quand tu relis, c'est facile. C'est un peu plus compréhensible. C'est un peu plus compréhensible. Mais c'est long. Oui, en fait, c'est quand même long. Mais c'est ça le PMP. Le PMP, c'est pas le chocolat. Il faut se mettre au travail. Vous avez le pain sur la planche. C'est pourquoi quand tu as ça vraiment, il faut vraiment que les vous avez le pain sur la planche. Okay. Donc moi, j'ai une question. Et c'est laquelle? Oui, c'est au niveau de la langue. Vous voyez que tout à l'heure, on avait des problèmes de décalage sur certaines questions avec la langue. Mais concrètement, quelle est l'astuce? Parce que mine de rien, très souvent, on peut avoir même 20 questions à l'examen qui sont dans la langue de tout. Et puis, avec 20 questions, on a raté l'examen relativement, on a perdu. OK, donc ne vous inquiétez pas trop pour la langue. C'est vrai, lorsqu'on traduit, n'est-ce pas, un texte ou bien un livre, n'est-ce pas, d'une langue pour une autre, généralement, ça perd un peu son sens étymologique. Mais seulement lorsque l'apprenant a déjà commencé à avoir, c'est-à-dire les notions, la compréhension, n'est-ce pas, de son cours,
il peut facilement identifier, n'est-ce pas, là où il y a les erreurs. Là où il y a une erreur, et puis il arrange. C'est pour ça qu'à l'examen, on va vous demander l'option que quoi? Vous aimez que votre examen vous vienne en anglais, en français, ou bien en anglais et en français. Donc, vous allez pouvoir choisir, n'est-ce pas, lorsque vous voyez que peut-être s'il y a une traduction qui ne vous tient pas, que vous ne comprenez pas bien, vous pouvez jeter un coup d'œil en anglais pour comprendre un peu son sens étymologique. Mais en réalité, à l'examen, la traduction est très bonne. Il n'y a pas trop de problème. Donc, quand vous allez parcourir le programme, vous-même pouvez facilement identifier, n'est-ce pas, là, il y a un problème de traduction. Et ça ne va pas vous empêcher, n'est-ce pas, d'avoir votre bonne réponse à l'examen. Donc, il ne faut pas trop vous inquiéter pour ça. Ok. Le Ritala, bon, moi, je n'ai pas encore pu vous. Le Ritala, il y a aussi les conditions dedans. Les, Ou bien c'est le Rita qu'on nous Rita, a envoyé. on vous a donné quel Rita? Rita 9, Rita 9. Ils ont donné Moi, quel j'ai Rita? téléchargé ça. Là, je pense qu'elle avait envoyé, je pense que dans le 9 qu'elle m'avait envoyé par mail. Mais dans le groupe, la dernière fois, elle doit avoir envoyé d'autres que je n'ai pas encore téléchargé. Ok, donc celui-là, c'est en français. Le Rita qu'elle a donné, c'est en français. Vraiment, j'ai téléchargé ça, ça a fui dans mon téléphone. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Si c'est encore En fait, et comme le téléphone était téléchargé. vous êtes très loin du bureau. Ce n'est pas possible de la rencontrer au bureau. C'est possible, mais le travail n'est pas aussi évident. Les pauses sont de définir 1 heure de pause. Quitter peut-être de là pour à quoi, c'est pas aussi évident. Vous travaillez où? Moi, je suis à la zone industrielle Orva. Ok, Je mais suis à le la zone week-end, industrielle Orva. le Oui, week-end, le samedi, je peux sortir tôt. Je peux faire un d'accord, saut ça. là-bas. Donc, vous l'appelez, vous dites que vous allez passer au bureau. Elle sera au bureau pour vous accueillir, vous donner le livre. Je vois, le Rita Nike qu'elle a diffusé, c'est en anglais en passant. Il y en a en français. Oui. Non, Non, non. le Rita 9 n'existe pas encore en français, mais on va vous donner le Rita 8 qui est en français. Le Rita qu'on Oui, utilise dans la temps. moi, je l'ai. Ok, donc tu peux donner ça à ton collègue alors si vous êtes proche. Non, Oui, si tu fais ça, tu peux envoyer dans le groupe une fois le PDF. c'est possible. Oui, essayez un peu. Est-ce Bon, qu'il y a un code? Est-ce qu'il y a un code? Est-ce qu'il y a un code? Il y a un code. Bon, c'est sur mon ordinateur, le temps de transférer. Je ne sais pas si c'est pas lourd pour passer bon, dans le web. si c'est plus que 20 mégas, ça ne pourra pas passer. Donc, il faut se rassurer que c'est moins de 20 mégas. Ok. Donc, il faut que Bon, je vous dans tous les laisse. cas, CPM Box, c'est 700 pages. On a pu télécharger. Ce n'est pas. C'est pas Bon, Rita. parfois, bon, c'est la version compressée qu'on vous a donnée. Donc, si on n'a pas compressé le Rita là, ce sera difficile de télécharger. Mais de toute façon, il faut essayer. Mais si vous ne pouvez pas, pardon, faites un effort pour que ce samedi-ci, vous rencontrez Madame Maureen à l'Institut, vous prenez, n'est-ce pas, vos documents. Ok. Ok, bon, je vous souhaite une bonne Merci. soirée. Et Ok, bonne soirée à vous. samedi, ce sera 15h. Pardon, C'est jeudi, mais samedi. Jeudi 19h. Pardon, il y aura un petit déclaration parce que le temps pour moi de quitter. Il y a d'abord pour jeudi. Oui, on a jeudi. Jeudi à 19h, mais je crois qu'on va mettre un peu 19h15 ou 19h15 parce que je vais d'abord le temps de me libérer là où je suis avant d'arriver chez moi. Ça prend un peu le temps. Donc, il n'y a pas de problème. Nous-mêmes sommes occupés. D'accord. Ça sera sur quel cours? Ce sera sur quel chapitre? Ce sera sur l'intégration. Intégration. On va commencer l'intégration ce jeudi-ci. Ok. Bonne soirée à jeudi alors. Ciao. Ok, bonne soirée pour. D'accord, merci.